Lorsque Malik croisa le regard d'Amelia pour la première fois sur le campus de l'université de Strasbourg, il sut immédiatement qu'il venait de rencontrer quelqu'un de différent. Elle dégageait une force tranquille, une grâce silencieuse et un regard lumineux qui ne trahissait rien des luttes qu'elle avait dû mener pour arriver là. Amelia, étudiante en médecine venue du Sénégal grâce à une bourse prestigieuse, était habituée à être la seule femme noire dans ses cours, et encore plus habituée au regard, au chuchotement et au jugement silencieux. Malik, lui, était le fils unique d'une famille française influente, sa mère possédant plusieurs cliniques privées, et son père un ancien juge reconnu. Leur rencontre fut d'abord discrète, faite d'échanges de regards dans la bibliothèque, de discussions après les cours, de cafés partagés entre deux révisions. Petit à petit, ce qui n'était qu'une amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Mais Malik, bien qu'éperdument amoureux, redoutait le moment où il devrait présenter Amelia à sa mère, Claire, une femme froide, élitiste, obsédée par le statut, les apparences et les origines. Claire n'avait jamais accepté que son fils s'éloigne des « bonnes familles » françaises, et encore moins qu'il fréquente une femme qu'elle jugeait comme une opportuniste venue d'ailleurs. Malgré cela, Malik décida de faire face. Il invita Amelia à un déjeuner de famille dans leur maison bourgeoise de Lyon. Dès qu'elle entra dans le salon, Claire la jaugea de haut en bas, et bien que ses mots furent polis, son ton glacé et ses sourires forcés trahissaient un profond mépris. Elle l'interrogea sur sa famille, ses intentions, ses projets d'avenir, tout en soulignant subtilement qu'elle comprenait la tentation d'un avenir plus confortable. Amelia, digne, répondit calmement à toutes les questions, sans jamais baisser les yeux. Malik, embarrassé, tenta de tempérer les choses, mais Claire avait déjà décidé, cette femme ne ferait jamais partie de leur monde. Malgré les tensions, Amelia et Malik poursuivirent leur relation, refusant de laisser la haine et les préjugés dicter leur avenir. 3 ans plus tard, sous les cerisiers en fleurs d'un parc à Colmar, Malik demanda Amelia en mariage. Elle accepta avec émotion, persuadée que l'amour pouvait triompher de tout. Mais la nouvelle des fiançailles fit l'effet d'une bombe dans la famille. Claire, furieuse, exigea de rencontrer Amelia seule à seule. Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant chic, où Claire posa un dossier sur la table, un contrat de mariage à signer avant toute cérémonie. La clause principale stipulait qu'en cas de divorce, Amelia ne toucherait rien. Ni bien, ni pension, ni part dans les entreprises familiales. Ce n'est qu'une formalité, dit Claire avec un sourire empoisonné. Cela protège Malik, contre ceux qui viennent de loin avec des rêves trop grands. Amelia sentit sa gorge se nouer, mais elle ne laissa rien paraître. Elle prit le document, le plia doucement, le glissa dans son sac et se leva. « Je ne suis pas venue ici pour voler qui que ce soit. Mais je ne permettrai à personne de me traiter comme une menace, dit-elle d'une voix ferme. » Ce soir-là, elle raconta tout à Malik. Il resta silencieux, puis déchira le contrat sous ses yeux. Ils décidèrent de maintenir leur mariage, même si cela signifiait être exclus de l'héritage ou coupés de la famille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le jour de la cérémonie allait révéler un secret gardé depuis des décennies, un secret que même Claire n'aurait jamais pu imaginer. Le grand jour arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru, et malgré les tensions persistantes avec la mère de Malik, Amelia et lui étaient déterminés à s'unir devant leurs proches. La cérémonie se tenait dans un somptueux jardin loué pour l'occasion, entouré d'arbres en fleurs et décoré avec une élégance sobre qui reflétait leur amour sincère. Les invités étaient un mélange curieux, des membres de la haute société lyonnaise, habitués aux galas et aux mondanités, et quelques amis intimes d'Amelia, venus d'Afrique ou d'ailleurs, simples mais fiers de l'accompagner dans ce moment unique. Claire, la mère du marié, trônait sur sa chaise comme une reine déchue, raide, froide, son regard fixé sur sa future belle-fille comme si elle espérait qu'elle trébuche avant de dire « oui ». Amelia, vêtue d'une robe ivoire fluide aux broderies délicates, avançait lentement vers l'autel improvisé, le cœur battant, consciente du poids symbolique de cet instant. Malik, ému, l'attendait au bout de l'allée, les yeux pleins de promesses. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à prononcer leurs vœux, un mouvement dans la foule attira tous les regards. Un homme grand, au teint sombre, vêtu d'un costume crème parfaitement taillé, franchit calmement l'arche fleurie. Le silence tomba. Les invités murmurèrent, surpris, certains se levèrent. Amelia recula d'un pas, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. L'homme s'approcha, tenant dans sa main une mallette en cuir, le regard fixé sur elle avec une intensité bouleversante. « Amelia » dit-il d'une voix grave mais tremblante. Elle porta une main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. « Papa » souffla-t-elle, et l'assemblée entière frissonna. Claire se raidit, choquée.
L'homme prit alors la parole, s'adressant à tous. Je m'appelle Elia Thompson, et je suis le père biologique d'Amelia. Le murmure s'intensifia. Il poursuivit, j'ai aimé sa mère autrefois, mais des circonstances terribles m'ont forcé à fuir la France. Je n'ai appris l'existence d'Amelia que récemment, en découvrant une lettre laissée sur la tombe de celle que j'ai aimée. Amelia chancela, et Malik l'aida à s'asseoir. Elia ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents, actes de reconnaissance, passeport américain au nom d'Amelia Thompson, mais aussi, un extrait de testament. Je suis le fondateur de plusieurs entreprises biomédicales présentes sur 3 continents. Ma fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. Et j'ai décidé, avant même de la rencontrer, que ma fille serait mon unique héritière. Les invités, abasourdis, restèrent bouche bée. Claire, blême, semblait chercher l'air. Elia posa doucement la main sur l'épaule d'Amelia, puis ajouta, en regardant Claire droit dans les yeux, vous lui avez fait signer une intercise parce que vous pensiez qu'elle était là pour l'argent? Je n'ai pas besoin de votre fortune, madame. Mais votre fils a besoin d'une femme avec du cœur, pas avec un compte en banque. Le silence se fit pesant, puis quelqu'un applaudit. D'autres suivirent. Malik, en larmes, se leva et serra Elia dans ses bras. Amelia, bouleversée, se redressa lentement, tenant la main de son père pour la première fois. La cérémonie reprit, mais cette fois, c'était bien plus qu'un mariage, c'était une victoire contre les jugements, les classes, et les secrets enfouis. Claire quitta les lieux sans un mot, mais ce jour-là, Amelia gagna bien plus qu'un époux, elle retrouva un père et sa propre légitimité. Après le mariage, alors que le soleil se couchait sur les derniers invités quittant le jardin, une étrange accalmie s'installa dans la vie d'Amelia et de Malik. Ils partirent quelques jours dans les Cyclades pour une lune de miel discrète, espérant que la tempête était enfin passée. Mais derrière le calme, la tempête couvait encore dans le cœur froid et blessé de Claire. Pour la première fois de sa vie, Claire n'avait pas eu le dernier mot. Elle, qui avait toujours maîtrisé son monde d'une main de fer, ses affaires, son image, son fils se sentait dépossédé. Elle n'avait jamais supporté la faiblesse, ni l'imprévu, et encore moins l'humiliation publique. Elle n'avait pas oublié le regard d'Elia, ni les applaudissements à la cérémonie quand il l'avait remise à sa place devant tous. Alors, pendant que les jeunes mariés profitaient de la mer Égée, Claire dressait dans l'ombre un plan méticuleux. Elle commença par engager un ancien journaliste d'investigation, spécialiste des scandales et des réputations détruites. Puis, un expert en cybersécurité, capable de pirater des boîtes mail et d'effacer ses traces. Elle leur donna un seul ordre, trouver quelque chose sur Amelia. Peu importait quoi, un mensonge, une incohérence, une ombre dans son passé. Il fallait détruire son image, lui ôter toute légitimité. Les jours passèrent, et les premiers rapports arrivèrent, rien. Amelia n'avait aucun casier judiciaire, aucune dette, aucune liaison douteuse. Mais Claire insista, il fallait creuser. Elle contacta même d'anciens camarades d'université d'Amelia, leur proposant de l'argent en échange de fausses déclarations. Certains refusèrent. D'autres, plus naïfs ou plus cupides, acceptèrent de raconter des histoires qu'elle voulait entendre. Une rumeur circula bientôt sur les réseaux, Amelia aurait menti sur son diplôme. Une autre affirmait qu'elle aurait utilisé une fausse identité pour obtenir sa bourse. Claire s'arrangea pour que ces rumeurs soient partagées par des comptes anonymes, puis relayées par des blogs douteux. Bientôt, une vidéo truquée apparut en ligne, semblant montrer Amelia signant un contrat frauduleux. Malik, rentré de voyage, fut choqué de voir les notifications s'accumuler, ta femme est une manipulatrice, la vérité sur la mariée d'or, une héritière sortie de nulle part. Amelia, d'abord bouleversée, tenta de garder la tête haute. Mais quand son cabinet de santé, soutenu par la fondation d'Elia, reçut une lettre d'avocat leur demandant des explications sur des soupçons de fraude, elle comprit que la guerre était déclarée. Malik confronta sa mère, mais Claire nia toute implication, jouant la carte de l'indignation. Elia, plus lucide, ordonna une enquête numérique complète. En quelques jours, ils remontèrent la trace des adresses IP, des paiements anonymes, des fausses identités. Tous les chemins menaient à Claire. C'est alors qu'Amelia fit un choix radical, elle convoqua une conférence de presse. Devant des caméras venues de toute la France, elle raconta son histoire, l'amour, l'humiliation de l'intercise, la révélation sur son père, les rumeurs organisées. Elle parla sans notes, les yeux brillants mais la voix ferme. Elle termina ainsi, on m'a prise pour une menace. J'étais juste une femme amoureuse. Aujourd'hui, je suis une femme qui se défend. Et qui n'a plus peur.
La salle se leva pour l'applaudir. Cette vidéo atteignit 1 million de vues en moins de 24 heures. Les hashtags je suis Amelia et #force et dignité firent le tour des réseaux. Claire, de son côté, perdit en une semaine 2 contrats majeurs, fut lâchée par son conseil d'administration, et se retrouva sous le coup d'une plainte pour diffamation. Malik, qui avait toujours essayé de rester loyal à ses 2 femmes, dut faire un choix définitif. Il coupa tout lien avec sa mère. Claire, seule dans sa maison silencieuse, comprit trop tard que son besoin de contrôle lui avait fait perdre son fils et toute forme de respect. Le monde d'Amelia avait changé en quelques mois à peine, et bien qu'elle soit devenue une figure publique de résilience, de nombreuses blessures restaient ouvertes. La presse l'encensait, les réseaux la soutenaient, mais dans l'intimité, elle ressentait encore les séquelles d'un rejet trop profond pour être effacé d'un revers de caméra. Malik, toujours à ses côtés, tentait de lui rendre chaque jour un peu plus léger, mais il voyait bien que quelque chose en elle s'était brisé. Elia, quant à lui, n'était plus seulement un père retrouvé, il était devenu un allié, un conseiller, un pilier. Ensemble, ils travaillaient sur un projet d'envergure, une fondation internationale pour soutenir les femmes racisées dans les milieux médicaux, avec un siège prévu à Lyon. Mais alors qu'Amelia s'apprêtait à franchir une nouvelle étape dans sa vie, un courrier inattendu arriva. Il s'agissait d'une convocation au tribunal. Claire, malgré tout ce qu'elle avait perdu, contestait la légalité du testament d'Elia, insinuant que celui-ci avait été manipulé par Amelia. La nouvelle fit scandale. Les médias s'en emparèrent aussitôt, la belle-mère réclame sa revanche, guerre d'héritage, épisode final. Elia, furieux, ordonna à ses avocats de déposer une contre-plainte pour tentative d'extorsion. Malik, écœuré, déclara publiquement qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait élevée. Le procès devint inévitable. Pendant 3 jours, les audiences furent retransmises en direct. Claire, pâle et sèche, se défendait bec et ongles, tandis qu'Amelia, droite et digne, répondait avec calme à toutes les questions. Les témoins défilèrent, anciens collègues de Claire, employés licenciés, anciens partenaires financiers d'Elia. Tous peignaient le même portrait, une femme orgueilleuse, manipulatrice, prête à tout pour garder le contrôle. Le dernier jour, la juge demanda si les parties avaient un dernier mot. Claire, les mains tremblantes, se leva. Pour la première fois, son masque tomba. Elle parla d'un mari absent, d'un monde d'hommes, d'un fils qu'elle avait élevé seule, et d'une peur viscérale de le perdre. J'ai voulu le protéger, et je l'ai perdu quand même, conclut-elle. Puis, Amelia se leva à son tour. Elle ne lut aucun texte. Elle parla du regard méprisant qu'elle avait reçu le jour du déjeuner, du contrat qu'on lui avait glissé en silence, de la honte qu'elle avait ressentie, mais aussi de la force qu'elle avait trouvée en elle. Je ne vous demande pas pardon, madame. Mais je vous souhaite de trouver la paix. Parce que moi, je l'ai trouvée. La salle resta silencieuse un instant. Puis la juge rendit sa décision, le testament était valide, Claire était déboutée, et Amelia restait l'unique héritière. Après le verdict, Claire quitta la salle sans un mot, croisant le regard de son fils sans oser lui parler. Dans les semaines qui suivirent, Amelia choisit de ne plus évoquer cette histoire dans les médias. Elle s'installa dans une maison à la campagne avec Malik et Elia, loin des projecteurs. Là, elle planta un figuier dans le jardin, un arbre qui, comme elle, avait résisté à tout. Lors d'un dîner simple sous les étoiles, Elia leva son verre et dit « à la famille que l'on choisit ». Amelia sourit, Malik l'embrassa sur la joue, et un rire léger s'échappa de ses lèvres. Elle avait traversé l'orage, et enfin, elle voyait le ciel s'éclaircir. L'histoire n'était plus une tragédie. C'était une renaissance.